Salut à tous, je te souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode de la série où l'on explore les succès des entrepreneurs de notre génération et des générations avant nous. Mon objectif est non seulement de te faire découvrir des histoires inspirantes, mais aussi de te donner des clés pour ton propre succès entrepreneurial. Aujourd'hui, on se penche sur l'un des noms les plus marquants de ce siècle, Pierre Cardin. Mais au-delà de sa réussite, en tant que couturier, c'est son esprit d'entreprise qui nous interpelle. Un style peut disparaître en 3 mois, mais une marque, elle, reste. Voici une leçon essentielle en branding. La force d'une marque forte. Si tu as une entreprise, pense à la manière dont tu construis et préserves ta marque. On va voir tout ça dans cette histoire aujourd'hui. Couturier, homme d'affaires, mécène, fin diplomate et surtout amoureux de l'art, le self-made man Pierre Cardin a plus d'une corde à son arc. Pierre Cardin est plus qu'une icône de la mode. Ses œuvres continuent d'enchanter le monde. Mais connais-tu vraiment son histoire ? Pierre a vu le jour le 2 juillet 1922 dans un petit village près de Trévise, en Italie. C'est le plus jeune de ses 6 frères et sœurs. Après avoir été touché par les séquelles de la guerre, sa famille a décidé de poser ses valises en France dans les années 1920. Depuis tout petit, Pierre a été captivé par l'univers de la mode. Il se souvient encore de comment il aimait jouer avec des tissus bleus et roses que lui offraient ses voisins qui travaillaient dans le textile. Il a toujours été attiré par la beauté des tissus, une passion qu'il n'a jamais vraiment quittée. Dès son plus jeune âge, il voulait être couturier. Et pour ça, il connaissait l'endroit idéal pour réaliser son rêve. Paris. Sa famille s'était installée près de Saint-Étienne, où son père avait décroché un job dans une usine d'armement. Et bonne nouvelle pour eux, ils ont obtenu la naturalisation française en 1936. C'est alors qu'à seulement 14 ans, il commence son apprentissage chez un tailleur, d'abord dans la même ville. Puis, quand la Seconde Guerre mondiale a démarré et que le Nord a été pris, Pierre, encore ado, a tenté l'incroyable, se rendre à Paris en pédalant. Mais il s'est finalement arrêté à Vichy. Là-bas, il a décroché un boulot dans la boutique la plus huppée de la ville, juste en face de l'endroit où le gouvernement s'était établi. C'est avec une ex-employée de Chanel qu'il a appris les ficelles du métier de couturier, comment faire des ourlets, coudre des boutonnières. Après la Seconde Guerre mondiale, Cardin a l'énergie de ceux qui veulent réussir. En 1945, direction Paris pour lui, où il rejoint la maison Paquin. C'est là que Pierre Cardin fait la rencontre de Jean Cocteau et Christian Bérard. Ensemble, ils créent des costumes et des masques incroyables pour des films, et notamment pour La Belle et la Bête. Pierre a travaillé chez des grands noms comme Schiaparelli également. Puis, 2 ans après, il rejoint Dior comme premier employé. Il contribue au lancement du fameux New Look de Christian Dior et met sa touche sur la célèbre veste Barre. Il perfectionne son art pendant 3 ans à ses côtés. Mais un jour, il est renvoyé de chez Dior pour une raison qui reste encore aujourd'hui inconnue. Dès le début, Pierre a une vision. Rendre la mode accessible à tous. Il repart un espace dans l'industrie où il peut innover, ce qui est crucial pour tout entrepreneur. En 1950, muni de juste 20 000 francs à l'époque, il fonde ses ateliers de haute couture dans un grenier situé rue Richepense après avoir repris la maison Pasco. Au début, il se consacre à la création de masques et de costumes pour le théâtre. Mais très vite, il se prend de passion pour la couture, esquissant des tenues pour les bals post-guerre ainsi que des pièces traditionnelles comme des manteaux et des tailleurs. Au fil du temps, il se bâtit une clientèle fidèle. Et quand Cocteau lui demande de créer les costumes pour Orphée, une réécriture cinématographique sur le célèbre mythe dans le monde moderne, tout s'accélère pour lui. En effet, il intègre rapidement les soirées mondaines et les plus prisées, notamment le bal du siècle au palais Labia en 1951 qui rassemble 1500 convives avec des personnalités emblématiques comme Salvador Dali. Cette année-là se tient le bal vénitien qui symbolise l'apogée de sa notoriété, entouré de l'élite. Pierre brille lors de ces événements et gagne l'estime et le respect des célébrités par sa sympathie et son charisme lors de ces soirées. En 1952, Pierre anticipe les évolutions sociales, observe le déclin de l'aristocratie et l'ascension de la classe moyenne. Pour lui, la haute couture ne doit pas être exclusive à une élite. Il veut être au cœur de ce changement. C'est pourquoi cette même année, il lance sa première collection de haute couture. Ce geste fait du bruit dans le monde de la mode et fait de Pierre une étoile montante. Mais il rêve aussi de se diversifier dans le prêt-à-porter et c'est avec le soutien de son ami André Olivier qu'il franchit le pas. Chapitre à la conquête du monde. En 1957, il intègre la chambre syndicale de la haute couture. Cette année-là, un voyage au Japon lui donne l'idée de pièces devenues emblématiques par la suite pour son business, comme le costume Mao.
Depuis, il visite le Japon plus de 30 fois et conquiert le respect des habitants grâce à sa passion. En 1959, il marque une nouveauté, son premier défilé de prêt-à-porter au printemps. Face à cela, il essuie des critiques toujours de la chambre syndicale de la haute couture, le poussant cette fois à démissionner. Pierre est jugé trop visionnaire. À cela s'ajoute le fait qu'il n'adhère pas aux manières de fonctionner de celle-ci. Mais 3 ans plus tard, belle remontada car non seulement il la réintègre, mais en devient son président. En 1963, l'homme qui commençait sa carrière à Vichy se réinvente, habille les Beatles et innove avec des zips sur les vestes. Des célébrités comme Mireille Mathieu et Françoise Hardy arborent ces robes chasubles. Jeanne Moreau, la célèbre artiste mais aussi chanteuse et réalisatrice, qui était sa compagne pendant 4 ans, portait elle aussi ses créations à l'écran. De quoi être vu comme le couturier tendance de l'époque. En 1978, Pierre Cardin surprend en pénétrant le marché chinois, vu comme inaccessible par beaucoup. Après la mort de Mao, il organise par exemple un défilé en Chine. Il y installe même des usines à l'exportation. Pionnier, il présente un défilé marquant à la cité interdite de Pékin et plante son drapeau sur la Grande Muraille et dans le désert de Gobi. En 1985, il s'oriente vers un autre marché, l'URSS, jugé hors d'atteinte, et fait sensation avec un défilé sur la place rouge. Sur Gorbatchev, il ouvre des boutiques et showrooms. Son style unique plaît particulièrement en Chine et en Russie. Mais malgré son impact, le soutien de ses confrères lui manque car c'est un personnage clivant à l'époque. Seul Jean-Paul Gaultier, ayant débuté avec Cardin, valorise réellement sa contribution à la mode, s'inspirant même de son style des années plus tard. Pierre Cardin est bien plus qu'un simple créateur de mode, c'est également un homme d'affaires aguerri. En 1968, Pierre Cardin surprend avec sa collection thermomontée, innovant dans la mise en valeur de la poitrine féminine. La même année, voulant croître sans banque, il adopte une stratégie entrepreneuriale, bootstrap comme on dit aujourd'hui, audacieuse pour son temps. Les entrepreneurs de l'époque, avec des ressources limitées et des grands défis, n'ont pas les outils actuels. Il faut beaucoup plus d'argent pour se lancer à l'époque. Le milieu est dominé par des gros acteurs, rendant l'émergence difficile pour les petits, surtout dans ce secteur d'activité. Mais Cardin, avec sa démarche, montre son esprit pionnier et sa détermination. Petit bémol, ses créations avant-gardistes ne sont pas toujours bien reçues. Jugées parfois trop posées, trop clivantes, elles se vendent moins que d'autres plus standards. Alors, il décide de rayonner autrement. Il étend ses licences partout dans le monde. À la fin des années 80, il déclare « Je suis dans 97 pays », mentionnant plus de 700 licences diverses, allant de l'eau minérale au vélo, passant par les lampadaires et à même d'autres produits divers. C'est d'ailleurs cette stratégie qui le rendra milliardaire. Pierre réussit à s'établir sur d'autres marchés. Passionné d'art, Pierre Cardin transforme un théâtre parisien en l'espace Pierre Cardin en 1971, un lieu dédié aux arts et aux expositions. Il rachète et rénove le château du Marquis de Sade à Lacoste dans le Luberon. En parallèle de ce projet, il lance également le bateau Maxims sur Seine, un restaurant et lieu d'événementiel près de la Tour Eiffel. Bref, Pierre est un entrepreneur qui ne s'arrête jamais. Certains voient aujourd'hui sa marque comme un symbole du luxe, d'autres la trouvent plus accessible grâce à ses nombreuses licences. Avec des domaines différents de la mode, que ce soit dans l'art, la restauration ou l'immobilier, Cardin a su diversifier ses sources de revenus. Cela lui a permis non seulement de maximiser ses gains, mais aussi de réduire les risques associés à un seul secteur. Aujourd'hui, des enseignes comme H&M et Zara suivent cette tendance d'accessibilité. Pour conclure cette plongée fascinante dans l'histoire de Pierre Cardin, prenons un instant pour voir ce que tu peux en tirer de son histoire. On peut, selon moi, tirer 5 grandes leçons de cette histoire unique. Leçon numéro 1, la puissance d'une marque solide. Pierre nous a montré que bien que les tendances changent, une marque forte et bien établie reste dans le temps. C'est la force de cette marque qui permet de traverser les époques et les générations. Leçon numéro 2, c'est que le réseau est essentiel. Pierre a su s'entourer des bonnes personnes et a noué des relations solides avec des personnalités influentes de son époque. Que ce soit Jean Cocteau, Dali ou Jeanne Moreau, ces relations lui ont ouvert des portes et ont contribué à sa réussite. Leçon numéro 3, l'importance de l'innovation. Que ce soit dans ses designs ou dans ses stratégies commerciales, Cardin n'a jamais cessé
d'innover. Dans un monde qui bouge constamment, rester sur place n'est pas une option. Comme Cardin, tu dois toujours chercher à repousser les limites et à te réinventer. Leçon numéro 4, la diversification comme clé de la longévité. En allant au-delà de la mode, en se lançant dans le licensing et en investissant dans ce qu'il aimait, Cardin a prouvé que diversifier ses activités, c'est non seulement booster ses revenus, mais aussi assurer sa longévité dans le business. Mais surtout, pour moi, la leçon limite la plus importante, c'est que la passion est le moteur de la réussite. Au cœur des succès de Pierre Cardin, il y avait surtout une passion brûlante pour la création et l'art. C'est cette même passion qui l'a poussé à dépasser les frontières conventionnelles de la mode et à explorer de nouveaux horizons. L'histoire de Pierre Cardin, c'est une source d'inspiration incroyable pour nous, entrepreneurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi si ce type de vidéo te plaît, car elle est un peu différente de mes précédentes vidéos. On se retrouve d'ici 2 semaines. Allez, ciao!